au renseignement Kazali, la Cour voudrait savoir s'il y a eu dans ces dossiers-ci. Ce que je peux vous dire, avec tout mon respect, c'est que dès lors que j'ai été inquiet de voir que les paiements effectués ne correspondaient, disons, les travaux effectués selon ce qu'on m'a rapporté ne correspondaient pas à ce que j'avais payé, j'ai dit que le réflexe normal de toute personne honnête, c'est de dire stop. Et j'ai dit ce stop. Et je suis resté ferme sur ce stop en dépit des demandes qui n'ont pas cessé d'arriver jusqu'en 2024. Donc, je ne peux m'arrêter que là. D'abord, parce que si la Cour vous pose cette question, c'est parce que vous-même, vous étiez en train de parler. C'est vous qui avez soulevé le monde de vous-même. Vous avez dit tout à l'heure, là, vous venez de dire que nous devons dire les choses de manière claire pour qu'il n'y ait pas de suspicion, pour que nous ne pensions pas qu'il y a des... C'est pourquoi la Cour vous repose la question. Non, vous faites bien de poser la question, mais vous allez comprendre que c'est une accusation lourde d'accuser les gens de détournement. Et donc, je ne peux pas me permettre de la faire à la légère, comme on l'a fait contre moi à un certain moment, par des services de l'État qui ont utilisé des rumeurs et des calomnies avec une légèreté incroyable. Et donc, moi, je me réserve de le faire. Vous êtes compétent pour le faire. Moi, je viens vous apporter mon témoignage, vous renseigner, comme vous l'avez demandé. Enseignant, M. Nicolas Lassati. Voilà. Une question de précision. Tout à l'heure, il a été question de la somme de 27 millions qui avait été payée aux concessions. D'abord, est-ce que vous pouvez reprendre très brièvement à quoi elle devait servir? Après ce qui m'a été dit, le patron du consortium détenait une créance sur le trésor de 27 millions qui était certifiée et il a demandé d'obtenir paiement, mais comme c'était une catégorie de paiement de dette qu'on ne paye pas de manière facile, parce que c'était une condamnation judiciaire, il a fait valoir que, et là je donne le témoignage de ce que j'ai appris après, je n'étais pas parti pendant, il a fait valoir que cet argent allait l'aider à démarrer ce projet de forage. Et donc ça a plu à nos autorités, et c'est comme ça qu'il a obtenu ce paiement. Moi, quand je suis arrivé, le paiement a été déjà fait, ordonné. Et donc, il a effectivement démarré. Il a commandé, je crois, 300 stations, dont 150 étaient déjà sur place, qu'on a vérifié, qu'on a vu. Et il y avait 150 qui devaient arriver. Et c'est comme ça que, si on avait trouvé le financement par les banques, les autres stations allaient venir, allaient continuer. Comme ça n'a pas marché, on a payé à concurrence un premier paiement de 23 millions qui lui a permis de faire venir les stations qui manquaient et de commencer le travail. Donc, en termes clairs, cette somme n'avait rien à voir avec le marché. Absolument rien, rien du tout. C'est tout ça. Au départ du contrat, une institution bancaire avait été indiquée pour tous les paiements. Mais il s'est avéré dans la suite que d'autres paiements avaient été orientés vers d'autres institutions bancaires et aussi qu'il y avait des paiements orientés vers d'autres parties tierces au contrat, notamment style construit sur les trains RBC, Grand Venture et les banques, ils allient les banques notamment. On n'a payé que dans des comptes désignés par le consortium, avec, à la demande du ministère gestionnaire et pour l'objet du contrat. Lorsque vous mettez en œuvre un contrat, on peut désigner au moment où on fait le contrat le compte de paiement, mais dans la pratique, il peut arriver que cette banque ait des problèmes, que le compte ait des problèmes, vous n'allez pas attendre de finir un avenant pour continuer le contrat. Et ça, c'est un principe. Ensuite, dans le cas d'espèce, comme je l'ai expliqué au début... Donc, attendez. Donc, selon vous, ce compte-là était indiqué quelque part. Absolument. Absolument. C'était contractant, oui. Alors, il s'était posé aussi... Comment vous avez su que ce compte-là était désigné par... Il y a une lettre du ministre,
le ministre sectoriel, il y a le prestataire lui-même qui est venu préciser un numéro de compte. Je crois qu'il parle même du même compte, si je ne me trompe pas. Donc ça, ça n'était pas un problème. Et aussi, nous avions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions discuté avec les banques sur le montage pour lever le financement. Ce montage n'avait jamais abouti. Pourquoi? Parce que le ministre Robota, quand il a appris qu'on discutait pour lever les 390 millions, il m'a écrit pour dire je refuse. Il avait compris comme si on voulait payer ces gens, ce qui n'était pas le cas. Il a dit je refuse, il faut arrêter. Il m'a dit bon, il n'a pas compris, c'est pas grave. Et ensuite, quand il a compris qu'il n'avait pas bien compris, il m'a écrit tout ça dans le dossier pour dire non, il faut recommencer, c'est une bonne chose, il faut payer. Il faut lever les fonds. La lettre est là. Mais entre-temps, malheureusement, on a eu un problème, jusqu'à présent je regrette, parce que si on avait fait ça à travers ces banques, moi on serait beaucoup plus tranquille. Beaucoup de travail de vérification serait fait par les banques elles-mêmes. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le DG d'Ecobank, qui était le chef de ville, a eu des problèmes avec la justice congolaise, il a été mis à Makala, il a quitté, et donc la banque au niveau du siège d'Abidjan s'est découragée, et ça a compromis un peu tout cela. Ma mission TV, le miroir du monde. L'audience de séjour, c'est pour l'audition des témoins. Guy Mikoulou, Congo, Nicolas Kazali, le directeur de l'Office national hydraulique rural. Vous êtes dans la salle? Il faut accepter. Avancer les témoins. Le directeur de l'Office national hydraulique rural, vous ne connaissez pas son nom. Vous avez laissé trois de dispositions. Il a été quelqu'un. Vous restez dans la salle, vous avez déjà entendu, vous restez dans la salle. Pour le moment, la cour commence avec les témoins du tour. Et M. Nicolas, vous attendez à l'extérieur, on fera appel à votre cour. Merci beaucoup. Guy Mikoulou. Je m'appelle Guy Mikoulou Bombo. Adresse domiciliaire. Avenue Ngouma, numéro 32, Joli Parc, Mougalima. Vous connaissez M. Robota à votre gauche? C'est un ancien collègue ministre de développement rural. C'est lui qui vous a remplacé. Oui. Inimitié. Non. Pardon? Inimitié. Non. Et à l'extrême droite, c'est cassé. Vous le connaissez aussi? Oui, je le connais parce que c'est lui qui représentait les constations qui avaient signé les contrôles au ministère de développement rural. Ah, ça n'a pas de relation particulière? Non. Vous êtes tenu de dire la vérité, rien que la vérité. Reconnaissez-vous avoir signé les contrats? Du moins, votre femme en tant que député, le ministère que vous occupiez à l'époque, développement rural, avec les consortiums Stever, Construct, Cameroun, Société par action à responsabilité limitée, et Sotra de Water. Vous reconnaissez? J'ai signé les contrats le 21 avril 2021.
Et c'était un dossier qui était en cours depuis le 23 octobre 2020 et qui n'attendait que la dernière phase pour le principe qui était l'avis de non-objection. Et cet avis est arrivé le 20 avril 2021. Et j'ai posé la question au ministre des Finances de l'époque qui avait la charge de contracter les prêts. Il m'avait dit, c'est l'instruction de la haute hiérarchie, vous pouvez signer le contrat pour faire avancer les dossiers. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai signé le contrat, j'ai notifié la concession, et le 23 avril, je lui ai transmis la liste des sites, parce que c'était les deux conditions pour l'entrée en vigueur du contrat. Et le 27, moi, j'ai fait la remise de reprise. Je suis parti. Vous n'avez aucunement pas répondu à cette question. Étiez-vous encore membre du gouvernement lorsque vous l'avez signé? Oui. Mais néanmoins, vous étiez autorisé à le faire. Oui. Et quand vous l'avez signé, comme les négociations avaient commencé avant, vous avez trouvé que les clauses n'étaient pas rondes, c'est-à-dire qu'il y avait des avantages côté du gouvernement. Tel que vous l'avez signé. Oui, le contrat que j'ai signé concernait les travaux d'installation de 1000 unités solaires, les pompages et le traitement et la construction des stations de traitement d'eau, des stations mobiles de traitement d'eau. Il y avait 620 stations de 2,5 mètres cubes par heure, 250 il fallait de 5 mètres cubes par heure et 130 stations pour faire les 10 mètres cubes. Donc, ces contrats devaient coûter à la République 398 millions 982 383,45 000 $, dont 21,7% de ces montants, en sorte 86 572,20 représentaient les différentes taxes. Ça veut dire la TVA, 15%, il y avait le frais d'études, 3%, il y avait le frais de surveillance, 2%, et les droits de RNP qui revenaient à 0,7%. Donc, en gros, les concessions avec la douane devraient devraient investir dans le 312 403 206,20 $. Et ces projets devraient donner de l'eau à 5 millions de personnes. Quand vous faites les coûts d'investissement par personne vivant en milieu là, on était à 62,48 $ par personne. Donc, pour nous, c'était un contrat qui était sanitaire pour la population parce qu'elle devrait donner de l'eau 24 heures sur 24 avec ces systèmes solaires. Donc, en termes de données, non, les contrats étaient sanitaires pour le monde rural et périurbain. 1000 unités de stations d'eau. Oui. Consort. L'État devrait donner combien pour la payer combien au total? Vous avez dit? Ces contrats, c'était ce qui était pour qu'on puisse au gouvernement, c'était ça, c'était le principal élément, c'était un contrat pré-financement. On va y arriver. Ouais. Pour les 1000 unités, l'État devait débourser combien? Le montant global, tout ça compris, c'est
398 982 383,41 $. Tout taxe compris. Tout à fait. Oui. Alors, qu'est-ce que vous entendez par le préfinancement de ces contrats? Voilà. Les ensemble, Steve Construit et Sortra Water ont vu le ministre des Finances pour lui proposer, parce qu'ils avaient suivi le compte rendu du Conseil des ministres, que j'avais présenté les dossiers pour le programme de développement 145 territoires. On est la précision, il y a des ministres des Finances, pendant que vous partiez, il y en avait un. C'est le ministre José Sélé. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et qui avait pris la décision à l'apparition du Covid qu'il fallait accélérer le deuxième volet du programme qui consistait à donner de l'eau aux milieux ruraux et périurbains. Ils l'ont vu, et comme il a vu que le projet, c'était le projet que le gouvernement voulait faire, et que c'était un projet, et il les a envoyés vers le ministère du Développement rural, parce que les activités qu'il proposait dans l'air prêt concernaient le ministère du Développement rural. C'est ce qui a fait que je lui ai demandé que les consensus poursuivent la procédure, qu'ils puissent introduire leur manifestation d'intérêt auprès du ministère. Et c'est ce qui fut fait le 23 octobre. Et que nous, on va examiner. Si on trouve que la solution qu'ils nous proposent était bonne, nous allons les inviter pour des négociations techniques pour voir si ça nous arrange ou pas. Après l'examen, nous avons invité les consultations qui est venue. On a discuté, on a vu qu'ils nous proposaient une bonne solution qui était une solution de donner de l'eau avec l'énergie solaire. Parce que jusque-là, au ministère du Développement rural, on donnait de l'eau en utilisant les forages, mais avec des groupes électrogènes qui souvent ne tardaient pas à tomber en panne. Et puis bon, vous pouvez voir passer par là, il y a des monuments vivants comme ça qui ne pouvaient plus continuer à donner de l'eau. Et avec cette solution-là, nous avons commencé les discussions et jusque j'ai transmis les dossiers et au ministère des Finances et au ministère et à la direction générale de passation des marchés, la DCCMP, pour avoir de l'autre côté l'accord sur l'engagement financier et à la DCCMP d'avoir la non-objection sur le contrat. Vous pouvez lancer la cour. La question est, c'est votre entendement ou c'est l'entendement du contrat? C'est dans le contrat. Tout ce que j'ai dit est dans le contrat. Mais tel ne semble pas être l'entendement de votre successeur. Je n'étais pas là quand ils ont pris cette décision. Oui, c'est vous qui avez compris le marché. C'est oui. ça que vous avez compris. Oui, c'est ce que j'ai compris. Mais ce que vous me dites. Bon, c'est comme ça que vous avez compris le terme de préfinancement. Est-ce que lorsque vous avez causé avec les responsables de concession, vous avez eu à discuter sur l'entendement du préfinancement? C'est vraiment la raison principale qui a conduit à la signature de ce contrat. Parce que le ministre des Finances a trouvé que c'était nous, on n'avait pas assez de moyens pour réaliser ça, et on proposait qu'ils avaient les moyens pour réaliser les voies et que le gouvernement devait rembourser. Donc il n'y avait pas un autre entendement pour ça. L'autre précision de taille, lorsque vous avez conclu ce contrat-là, par rapport, parce que votre ministère, ce n'est pas la première fois de conclure l'intermarché avec une entreprise, est-ce que vous vous êtes rendu compte par rapport au marché antérieur, le prix était un peu exagéré? Par rapport au prix, il faut qu'on me dise, parce que quand vous regardez, il y a des devis détaillés. C'est dans les devis détaillés qu'il faut qu'on puisse dire quelle est la rubrique qui est exagérée. Parce que je vais donner, quand vous prenez la globalité, parce que quand vous êtes ministre, vous regardez d'abord l'investissement dans la globalité. Pour 5 millions d'habitants, on dépense 398 millions. Et quand on enlève toutes les taxes, vous voyez que l'investissement par personne est de $62. Pour donner quoi, de l'eau 24 heures sur 24. Suivez maintenant la question avec précision. Oui.
Quand on parle de forage domestique, c'est différent de ces forages-là pour lesquels vous avez signé le contrat. Oui. Vous connaissez les marchés avec prise. Oui. C'était avec votre époque. À votre époque. Non, prise c'était à l'époque de Vitakura, mais il a continué. C'était avant. Est-ce que les montants que prise avait demandé à la République ou au gouvernement ou bien à votre ministère, vous trouvez qu'il y a divergence de montants ou chez vous c'était un peu élevé par rapport au coût du matériel? Je voulais savoir de quel matériel vous parlez. Parce qu'il y a plusieurs types de matériel. Quand on parle de forage, c'est là-bas aussi c'était le problème de forage. Non, ici, ce n'est pas des forages comme on prend le commun de mortel. Ici, il s'agit des petites usines qui sont construites, qui prennent l'air eau brute par le forage. Cette eau-là est traitée, pompée et distribuée. Donc ce n'est pas un forage simple. Avec prise, c'était des forages simples. Prise, c'est des forages simples, il ne fait pas de traitement. Prise ne fait pas de traitement. Prise fait des forages, il prend de l'eau, il l'envoie dans le château d'eau et puis il les distribue. Dans les constructions, il y a les kits complets pour le traitement d'eau. Il y a les kits complets pour le traitement d'eau et il y a la partie, ce qu'on appelle c'est pressé pour envoyer de l'eau à un diamètre, c'est dans le contrat de 1 km. Donc quand on est ici, on peut envoyer, si vous faites un cercle, vous pouvez envoyer de l'eau jusqu'à 1 km. Vous pouvez les stocker, mais c'est de l'eau traitée. Donc, et qui fonctionne avec quoi? 24 heures sur 24, ça fonctionne avec l'énergie solaire. Donc, il y a une centrale solaire qu'il faut installer pour permettre à cette petite unité de fonctionner. Et dans cette unité-là, il est inclus ce qu'on appelle l'unité de production de l'eau, de chlore. Le chlore qui sert à traiter de l'eau est produit, il est installé, si vous regardez dans le catalogue, vous verrez que tout est inclus là-dedans. En plus de ça, là on a compris. Le problème de Covid, là où vous étiez, vous souviez quand même de la fabriquer. Ça pouvait amener les consortiums, tout comme celui qui vous a remplacé, de mettre le bon pour que l'entreprise, la société contractante puisse se faire payer avant de livrer les 200 unités de station pour la première phase. Il n'y a aucun article qui permet de faire ça. Il n'y en a pas dans les contrats, ce n'est pas prévu. Parce que dans les contrats non plus, on n'a pas prévu qu'il y aura des Covid. Non. Ces contrats ici tirent son soubassement. La décision du gouvernement qu'on a prise, c'était par rapport au Covid. L'urgence qu'il y avait dans ces contrats, c'est par rapport au Covid. Par rapport au Covid. Donc Covid ne pouvait plus devenir force majeure. Pour vous, j'ai pris compris dans le contrat était normal. Ces accusations autour de ce contrat, les titulaires du marché aient proposé de passer de 1000 unités qui avaient été contenues à votre époque à 1340. Donc, il a fait une gratuité de 340 ouvrages au gouvernement. Comment vous comprenez ça? Je vous dis qu'il ne peut pas y avoir surfacturation dans ce genre de contrat. Parce que quand vous lisez, on a prévu dans ces contrats 2 garde-fous qui, avant d'être payés, si on ne réalise pas ces garde-fous, vous ne pouvez pas être payé. Si vous voyez dans l'engagement de concession, il est prévu qu'avant qu'il commence les travaux, il devrait mettre à jour les études. Parce qu'il a fait son offre sur base de plus forfaitaire, et quand vous regardez, ce sont des moyennes. Parce que quand il met, par exemple, pour le forage, il met
les chiffres, vous verrez que partout, c'est tout l'étendue de la République, c'est le même prix. Or, ça ne peut pas être réel. Ça, c'est la moyenne qu'il a utilisée. Mais le premier garde-fou, c'est que dès qu'il est notifié, on lui transmet la liste des sites. Il est obligé, je dis bien, il est obligé, en collaboration avec les services du ministère du Développement rural, de mettre à jour les études. Et les résultats des études devaient nous conduire à avoir des données réelles de chaque site où il devait travailler. En termes de parfois de profondeur, où on va, à combien on va trouver de l'eau, en termes de travaux de génie civil, il faut réaliser là-bas. Tout ça nous permet, nous, d'avoir déjà ce qu'il faudra des données réelles par rapport à tout ce qu'il a mis comme coût. Et comme vous regardez au chapitre 2 des cahiers spécifiques, il est prévu que les consciences devraient acquérir des ateliers de forage. Ce sont des propriétés de l'État congolais. Ça veut dire que dès qu'on a les données des études, on défend l'argent nécessaire pour faire les forages selon son prix avec son bénéfice. Il restera une partie où le ministère devrait nous fournir des spécifications techniques pour les équipements de forage qu'il devrait acheter. Ça, c'est le rôle du ministère et le ministère lui donne, par rapport au montant, on regarde combien d'équipements il devrait acheter. Et ces équipements, dès qu'il a utilisé, restent propriété du gouvernement congolais. Et c'est ça qui devait servir à équiper l'établissement nouvellement créé qui est l'ONER. Donc, c'est ce point-là, il ne peut pas y avoir ces facturations, parce que tout ce qui ne va pas être utilisé pour les forages est utilisé pour acquérir les équipements, qui est c'est contracté. Le deuxième garde-fou. Vous avez réalisé tout ce que vous pouvez réaliser, les 200 unités pour la phase. Mais on ne vous paye pas. Pour que nous puissions vous payer, nous devrons évaluer, faire l'évaluation qualitative et quantitative. C'est qualitatif, ça crée à la qualité des phrases que vous avez mis, les prix et tout. C'est pour ça que vous voyez ici, quand moi j'ai signé, on a exigé que ça soit toute taxe compris, pour nous permettre qu'à l'évaluation, et la DGI et la douane devraient nous donner toutes les données pour que nous puissions évaluer avec les consortiums pour voir qu'est-ce qu'il a réellement investi. Donc vous pouvez nous payer ce qu'il a réellement investi. Mais il y avait une clause, si vous regardez dans les défis, où on met, comment on dit, puis, comment je vais vous donner ça, mise en place de toute suggestion. En toutes les rubriques où il y avait, par exemple, la fourniture des stations, il a mis les prix. On a ajouté une phrase, mise en place de toute suggestion. Tout entrepreneur sait, et quand on a dit comme ça veut dire que quand on va regarder, ici tu avais prévu 1000, tu n'as utilisé dans ton budget que 600. Nous pensons que les 400 ici, tu peux ajouter telle chose. Soit ajouter des systèmes de stockage, soit ajouter des réseaux. Tout ça, partout où il y avait ces problèmes, on a mis cette phrase. C'est contractuel. Donc il ne peut pas y avoir ces facturations avec ces types de précautions prises dans le contrat. Et là, si vous savez qu'il a proposé ça, ça veut dire qu'il s'est référé à ça. Pour dire qu'il a trouvé qu'il n'y avait plus de Covid, les coûts proposés pendant le Covid n'est pas les mêmes coûts qu'après, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans qu'il a commencé les projets. Donc voilà, les coûts étaient faibles, mais si vous regardez, on a prévu toutefois une révision des prix quand les paramètres économiques changent. Je dis c'est vrai, on est dans une situation particulière, mais supposez que ça changeait. Ça peut changer à son avantage, ça pouvait changer à l'avantage du gouvernement. Et il y a une révision des prix
qui est prévu dans les contrats. Donc, si on remarque qu'il y a possibilité de réviser après l'évaluation qualitative, on révise le prix. La formule est là dans le contrat. En termes d'argent. Nicolas Kazali. Faites mon usage de ces micros-là. Nicolas Kazali, Kadimanzouji. D'accord. Adresse domiciliaire. Votre adresse à quelle 143 route de Madeleine. Commune de Galema. Vous connaissez le prévenu de vote? Oui, très bien. Vous avez des relations particulières, d'amitié ou d'immunité, des choses comme ça? Non, aucune à part que c'était un collègue du gouvernement. Un ancien collègue. Et à l'extrême droite, le prévenu Mike, là c'est là. Oui. Non, aucune relation à part que c'était un prestataire du gouvernement. Oui, on va vous entendre comme enseignant. Vous n'avez pas prêté serment, mais vous êtes tenu de dire la vérité, bien qu'elle. Vous connaissez bien le contrat qui a été signé par le renseignement Guy Boukoul à votre gauche? Oui. Ce contrat a été signé le 21 avril 2021. Est-ce que vous pouvez faire usage du micro pour que les greffiers aient vos réponses? Je dis oui. Oui. Comment vous avez trouvé ce contrat? Il y avait, même si vous ne dites pas les termes, maintenant on va vous poser cette question spécialement. Sur facturation, À propos, je ne suis pas qualifié pour attester qu'il y a eu surfacturation ou non. Je n'ai pas cette qualification et le ministère des Finances que je dirigeais ne l'avait pas non plus. Mais dans les discussions que nous avions avec le collègue du budget de développement rural et le prestataire, j'ai eu l'occasion de leur faire remarquer, ce n'était qu'une observation, la différence de prix par rapport à deux types de contrats similaires. Un contrat d'installation de stations de forage et de distribution d'eau fait dans le cadre d'un projet financé par la Banque africaine de développement qui a été l'objet d'un appel d'offres international. Et je leur ai fait remarquer simplement ceci. J'ai dit, c'est à peu près les mêmes ouvrages que vous faites, mais dans le cas du projet BAD, les ouvrages prévoient jusqu'à 7 km d'extension du réseau et une capacité de stockage beaucoup plus importante. Et compte tenu de cela, peut-être que votre prix moyen peut être élevé. Mais c'était une observation, une discussion de bonne foi. Ce n'était ni une injonction, ni une contrainte, une discussion de bonne foi. Et je leur ai fait remarquer que dans le cadre du contrat prise de la BAD, le prix par station variait entre 392 000 $ et presque 700 000 $, 600 et quelques mille $, presque 700 000. C'est une observation de bonne foi. C'est tout ce que j'ai fait comme remarque sur le prix, mais ça n'a jamais été ni une contrainte ni une exigence, c'était une observation. Et pour ce qui est de mon appréciation, en dehors de ce que je viens de dire, d'abord il faut savoir que ce contrat est un contrat avec une facturation forfaitaire globale. Et c'est un contrat qui prévoit un certain nombre de choses, y compris un service après-vente, un suivi. Il prévoit la connexion, je crois, à Internet. Il prévoit des installations solaires,
Donc c'est un contrat qui est théoriquement, d'après ce qui était prévu, un contrat des projets importants. Et dans tous les cas, c'est dans le même ordre de prix que ce que je viens de dire, c'est-à-dire les projets financés par la Banque africaine de développement et qui ont fait l'objet d'un appel d'offres international. Donc, si on pouvait parler de prix, peut-être une petite différence à la marge, mais ce qui est sûr, c'est qu'on devait se situer en centaines de milliers de dollars. Et non pas, comme ça a été dit et entretenu malicieusement, en dizaines de milliers de dollars, où on a voulu comparer ces ouvrages avec des petits forages domestiques pour faire passer toutes les parties prenantes comme des bandits en bande organisée qui ont décidé de surfacturer un ouvrage pour se faire de l'argent. C'est ce que j'ai dit pendant l'instruction, c'est ce que je répète ici. Et donc, mais pour ce qui est de la vérité, il n'y a que les organes techniques qui sont censés pouvoir nous éclairer. Ces organes techniques sont ceux qui ont validé ces contrats au niveau des marchés publics. C'est ceux qui ont la compétence pour le faire. Et après que cette affaire ait émergé, j'ai eu l'occasion de poser la question à l'un de la DGCRP. Il m'a dit non, c'est un faux problème. Même lorsqu'un contrat est signé avec un montant, les prix sont toujours révisables en cours de contrat jusqu'à la fin. Donc ce problème de surfacturation, selon lui, était un faux problème. Donc ça ne faisait que confirmer mon opinion générale. Mais peut-être que le fait que j'ai dit que j'ai fait ma remarque sur le prix en faisant une comparaison, une remarque de bonne foi, peut-être le fait que le prestataire a décidé d'offrir des ouvrages supplémentaires, tous ces éléments ont eu tendance à faire croire qu'effectivement il y avait une surfacturation affirmée et confirmée et qu'il y avait un complot. Ce contrat a été signé avant même que nous n'arrivions au gouvernement. Je n'en ai pris connaissance qu'après avoir pris les fonctions. Et donc, n'ayant ni négocié ni signé ce contrat, je ne peux pas donner un avis puisque ce que je viens de dire en ce qui concerne la surfacturation, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans mon briefing à la RTNC le 24 avril 2024, et je l'ai confirmé pour lever toute équivoque, pour clarifier toutes choses. Je l'ai confirmé par l'écrit en demandant à ce que le parquet intéresse cette question. Merci. Nous n'avons pas fait de poste là, nous sommes passés là. Est-ce que vous reconnaissez que grâce à vous, on est passé de 1000 unités de station à 1340? Oui, si c'est grâce à vous. Et pourquoi vous avez cherché à négocier alors que vous saviez que ce contrat était déjà signé, c'était pour lui? Non, j'ai fait une remarque parce que vous savez, quand on est ministre des Finances, on reçoit beaucoup de dossiers, beaucoup de projets, beaucoup de demandes de paiement. On donne toujours un avis selon l'impression qu'on a ou bien l'analyse que l'on fait. Mais souvent, à notre niveau, l'avis que l'on fait est très léger. Parce que ce dossier a déjà passé toutes les étapes d'approbation, donc nous ne sommes pas vraiment légitimes pour tout remettre en question. Mais nous avons le devoir de donner une appréciation quand même à notre pays. Et donc j'ai donné cette appréciation, et quand vous l'avez remarqué, et ensuite le prestataire a décidé d'offrir plus, ce n'était qu'un bonus dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du trésor. Et ce plus est intervenu d'ailleurs après, en cours. C'est 2020, combien c'est... Moi, je trouve qu'il a bien été opté. Je suppose que c'est la suite de notre discussion qui l'a conduit à faire cette offre supplémentaire qu'il a adressée. Vous êtes approprié? Qu'il a adressé. Non, j'ai été informé par mon collègue. Mon collègue Robota. Parce que lui, il a écrit au ministre Robota, et puis un jour, on m'a amené cette lettre du ministre Robota qui nous informait qu'il y avait cette offre, ces stations supplémentaires. J'ai dit, ah, mais c'est très bien. Ben, comme ça, on continue, on sait qu'on aura 300 de plus. Le ministre sectoriel dit que la première fois qu'il a pris ça, c'est vous qui avez soulevé ça au Conseil des ministres? Non, c'est lui qui m'a informé par exemple. Ah, c'est vous a informé. La lettre est là et dans le dossier. Ok. Suivez maintenant le problème. Pour payer ces gens des marchés, est-ce que vous êtes appelé à attendre que le ministre sectoriel vous écrive fasse le bon engagement? Ou bien maintenant vous avez des services pour vérifier cet état des choses avant de payer?
toujours en fonction d'une demande qui vient du service bénéficiaire. Et dans ce cas, cette demande est venue du collègue Obota. Il n'y a aucun paiement qui a été fait de mon propre chef, aucun. Et le collègue Obota, sa demande faisait suite à une revalidation, si je peux me permettre, de ce projet en Conseil des ministres, parce qu'il avait déjà été validé, il avait déjà le cachet de l'urgence à la fin du précédent gouvernement. Et donc cette revalidation nous a amené à aller de l'avant. Mais n'étant pas signataire du contrat, donc moi je me suis fait fort de cette revalidation, je me suis fait fort de sa lettre qui demandait de payer et du besoin d'accélérer la mise en œuvre de ce projet pour payer. Est-ce que vous reconnaissez que pour les 1000 unités de station, il fallait pour le gouvernement de bourse près de 398 millions de dollars américains et que vous étiez prêt à payer, à financer la totalité des travaux? Si vous avez été dissuadé dans cette logique, c'est le ministre sectoriel qui vous a dit qu'on y aille phase par phase. Est-ce vrai? Non, c'est tout à fait erroné. Et c'est des propos que j'ai entendus il y a une semaine ou deux et que je regrette beaucoup. La vérité est simple, c'est que nous étions en train de chercher une solution globale pour financer cette activité. Nous avons deux moyens pour financer les investissements. Soit c'est le budget, c'est les ressources du trésor, soit c'est des emprunts que l'on peut prendre dans une banque locale ou à l'extérieur. Dans ce cas précis, nous étions en train de réfléchir sur une solution pour trouver un emprunt auprès des banques locales pour pouvoir accélérer le financement de ce projet déterminé. Mais cet emprunt ne devait pas être porté par le gouvernement, parce que nous avons aussi des limites d'endettement. Et nous étions en programme avec le FMI, il n'était pas question que nous prenions cette dette sur nous. Et le montage que nous étions en train de faire, c'était, puisque le prestataire avait déjà la promesse d'une banque, mais c'était insuffisant. Il fallait trouver d'autres banques et dans son consortium, il avait une entreprise qui avait la promesse et l'engagement d'une autre banque de financer jusqu'à 200 et quelques millions, plus spécifiquement EcoBank. Et nous avons travaillé sur ces dossiers avec les banques, nous avons fait plusieurs réunions pour confirmer la capacité de ces banques, au total je crois qu'il y avait 3 banques, à réunir cette somme et à payer le prestataire, non pas le trésor, progressivement, avec la garantie que le Trésor allait chaque fois payer régulièrement le prestataire pour être remboursé. Et nous avons obtenu l'accord de ces banques. Je me souviens qu'il y avait EcoBank qui était prêt à aller à plus de 200 millions, il y avait Solidaire Bank, je crois, qui était à près de 50 millions, si je ne me trompe pas, et je crois Sofibank. Mais ces banques ont dit, nous allons le faire, ça va prendre un peu de temps, mais vous devez nous confirmer qu'effectivement, vous allez payer ce prestataire à travers nous, c'est-à-dire qu'en logeant l'argent dans leur compte. On a dit OK. Et c'est ça le travail qu'on a fait. Et quand vous voyez les lettres en question, moi j'adresse une lettre à EcoBank, qui était le chef de file de ces 3 banques, pour confirmer que nous allions payer les 300 et quelques progressivement en fonction de l'évolution du contrat. C'était la condition pour qu'eux s'engagent à avancer les fonds au consortium pour qu'on continue le contrat. Et nous, et la banque s'engageait à rembourser ça, à laisser donner un crédit sur 7 ans. Ce qui allait réduire la charge pour le Trésor en termes de remboursement mensuel. Ça s'appelle de l'ingénierie financière pour trouver une solution à un problème. Parce qu'il était clair que le prestataire n'avait pas les moyens de continuer le préfinancement. Et quand je dis continuer, c'est parce qu'il avait déjà démarré le préfinancement à travers l'importation des stations. Je crois qu'il en avait à peu près 150. Et on lui avait payé un premier acompte, il devait faire venir 150 autres qui attendaient, si je me rappelle bien, ça faisait 300. Il n'avait pas les moyens de continuer. Et c'est suite à cela que mon collègue est venu me voir pour me dire, bon, puisque le préfinancement a continué, moi je vais continuer à faire le suivi et on va aller comme ça par étapes. C'est ce qu'il a fait. Il m'a écrit, j'ai payé une première tranche, puis il m'a écrit une deuxième fois, j'ai payé, puis il m'a écrit une troisième fois, j'ai payé, mais c'est au moment du troisième paiement que j'ai dit attention, il faut qu'on s'assure
où est-ce qu'on en est? Puisqu'on était à mi-parcours, on était à peu près à 6 mois depuis qu'on avait démarré. Et c'est là que je pose la question, et on me dit, non, on était, je crois, à 89 stations. La question vous l'avez posée. Donc mon cabinet a demandé aux prestataires, où est-ce que vous en êtes? Ils ont dit 89, ils ont par écrit, ils ont écrit qu'ils avaient livré 89 stations. Et j'ai rétorqué ça à mon collègue pour dire, mais voilà, là, vous me demandez de payer, mais regardez ce que le prestataire dit. Il dit qu'il est à 89 stations, il devait être déjà à peu près à 200 stations. Bon, et c'est comme ça que lui me dira, non, oui, mais on a pris du retard, on doit trouver il y a un problème de déploiement, c'est beaucoup de logistique, effectivement, c'est une grosse logistique. Si vous arrêtez, ça va un peu tarder les choses et on ne pourra pas tenir, parce qu'on avait l'impératif électoral aussi. En plus de Covid, Covid a été succédé, si je peux dire, par l'impératif électoral, et on tenait à accélérer tout cela. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, écoutez, je paye la dernière tranche que j'avais déjà promise, mais je m'arrête là. J'attends que vous rattrapiez votre retard. Ça, c'était en août 2023. Et depuis cette date-là, je me suis arrêté là, et je n'ai plus jamais payé un seul centime, malgré les demandes qui ont continué d'arriver. Qui ont continué d'arriver jusqu'en 2024. J'ai dit non, je suis désolé, je ne peux pas. Vous rattrapez votre retard et puis on continue. Voilà. Vous avez payé la première tranche, deuxième, troisième. Oui, la troisième tranche, je l'ai payée en date. Quatrième, c'est là où vous avez dit les 5 millions ici, vous le saurez, lorsque vous allez vous rassurer que voilà. Est-ce que vous saviez que c'était un contrat de préfinancement? Oui, oui. La logique était la suivante. Oui, excusez-moi, je peux couper. Je peux continuer. Dans ce préfinancement, qu'est-ce que vous entendez d'abord par contre? Oui, le préfinancement, nous en faisons beaucoup au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire que comme nous avons des contraintes permanentes de trésorerie, lorsque nous avons un ouvrage à faire et que le prestataire a une capacité de trésorerie et qu'il dit, moi je vais préfinancer, généralement, les ministères sectoriels et le ministère des Finances préfèrent ce prestataire-là parce qu'il allège le trésor. Mais il n'empêche que la règle, c'est qu'on donne un compte de démarrage et puis après on justifie au fur et à mesure. Et donc, lorsque mon collègue me dit, mais ces gens ont déjà commencé le préfinancement, et effectivement, il y a eu un préfinancement parce que même les gens avaient vérifié cela, ils avaient fait venir, comme je disais, plus d'une centaine, 200 stations importées. Il avait déjà commencé à les déployer dans la ville. Et donc, le préfinancement avait déjà démarré. Et il était clair aussi qu'il n'avait pas les moyens de continuer le déploiement à travers le pays. Et lorsque le collègue me dit, voilà, sur la base de ce préfinancement, est-ce qu'on peut continuer? Moi, il m'a écrit, j'ai payé une première somme de une vingtaine de millions, et puis ensuite encore, et puis 10 millions, et puis 13 millions. Donc, on était dans cette logique. Mais ce qui faisait foi pour moi, c'était la demande du collègue qui me faisait parler. Et dès lors que j'ai vu qu'on avançait un peu, j'ai dit non, il faut quand même qu'on regarde pourquoi est-ce qu'on en est. C'est là que vous avez étudié. Que pensez-vous de ceux qui disent, notamment certains enseignants, que le préfinancement signifie, comme il y avait 5 phases, il doit d'abord livrer de 200 stations, et lorsqu'on aura fini les données des factures, on vérifie la qualité et la quantité. C'est à ce moment-là que le gouvernement disponible de l'argent. Vous savez, les détails du contrat. Chaque contrat, il y a un texte et puis il y a l'application du texte. Les détails du contrat, la gestion du contrat, c'est mon collègue du développement rural qui en était responsable. Moi, mon souci, c'était de trouver des solutions financières. Et comme je vous le dis, dans le cadre de la pratique de ce qu'on appelle le préfinancement chez nous ici, je parle bien de la pratique, lorsque quelqu'un démarre le préfinancement, généralement nous l'accompagnons. Nous voyons est-ce que ça va, est-ce qu'il évolue bien, est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il y a, adéquation entre les travaux effectués et les paiements en cours. Nous le faisons de manière empirique. Et là, moi, je reposais sur les demandes du collègue. Il me dit, on paye. Il me dit, l'autre a déjà investi, il est en train de déployer. Je paye. Puis il me demande encore de payer. Je paye. Il y avait une facture de soubassement? Non, c'est sa lettre qui fait foi. Parce que c'est lui qui suit. À part la lettre, est-ce qu'il y avait des soubassements des factures? Je ne saurais pas vous répondre, mais je sais que c'est sa lettre qui faisait foi. Est-ce que vous étiez lié par ces écrits-là? Parce que dans son entendement, vous pouviez payer sans qu'ils vous écrivent. Vous pouvez apprécier ces écrits
Vous payez, vous n'étiez pas tenu de payer. Non, non, je ne peux pas payer sans que j'ai cette couverture. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas payer sans que j'ai cette couverture. Ça, c'est impossible. Oui. Maintenant, je peux refuser de payer. Pourquoi vous n'arrivez pas à le réserver pour les pompiers lorsque vous arrivez à payer? Il était au courant de lui. Non, parce que la pratique, c'est que lorsque vous faites des paiements, ils sont au courant toujours. Quand les gens ont des paiements chez nous, ils suivent les paiements. La pratique est que chaque fois que nous envoyons un ordre de paiement à la banque, nous n'écrivons pas aux bénéficiaires pour dire on a envoyé. Tout au plus, on peut dire au téléphone, si on nous appelle, pour dire oui, le paiement est fait, il est parti. Ça, c'est la pratique. Mais ça n'est pas un problème, puisque dans chaque demande de paiement, il fait référence implicitement au paiement précédent. Puisqu'il ne demande pas des montants au hasard, il demande en tenant compte de ce qui a été payé. Ça veut dire qu'il suit très bien. Et pour ce qui est du dernier paiement fait en août, cette fois-là, j'ai dit, je viens d'ordonner le paiement de tel montant, je crois que c'est 13 millions, mais je n'en ferai plus jusqu'à ce que vous rattrapiez votre retard. Donc, c'était très transparent, il n'y a même pas matière à... il n'y a pas de flou. L'enseignant Nicolas Kazadi, d'évidence, vous dites que avant paiement, il faut une demande au gouvernement d'engagement du ministère sectoriel. La Cour veut savoir si, au-delà de cette demande du ministère sectoriel, vous n'avez pas en tant que ministre des Finances d'autres instruments qui pouvaient vous amener à porter des appréciations. Vous savez, c'est un projet qui était connu, c'était un projet phare, comme je vous l'ai dit, il a été passé au Conseil des ministres, on a eu la validation de la hiérarchie à plusieurs reprises, je veux dire. Même déjà à l'époque de l'ancien gouvernement, c'est mentionné dans une lettre de mon collègue, mon prédécesseur, José Célé, et à mon niveau également à mon tour. Donc c'est un projet connu. Maintenant, on a expliqué aussi le caractère urgent du projet pour deux raisons. Covid d'abord et ensuite élection. Et qu'est-ce qu'on fait pour se couvrir? Moi, lorsque j'ai fait le premier paiement, en même temps que je faisais le paiement, j'ai écrit à mon collègue de budget en lui demandant de bien vouloir procéder à la liquidation par procédure exceptionnelle du montant de 23 millions de dollars en faveur du consortium Stever Construct. Parce que c'est le ministère du budget qui est qualifié pour faire toutes ces diligences-là et assurer que le paiement soit en bonne et due forme, régularisé, avec toutes les exigences légales et procédurières. Et donc, ce document est parti depuis le premier paiement, mais malheureusement, je n'ai jamais eu de retour. Entre-temps, le temps passe, nous avons un impératif, nous avons une échéance. Le déploiement de ces stations est une grosse opération logistique que l'on peut même comparer un peu au travail qu'on faisait avec la CENI. La CENI également, c'était des grosses opérations logistiques, c'était des gros montants qui étaient engloutis chaque fois comme ça, et Dieu merci, on a pu tenir les délais, mais c'était à peu près dans la même nature et dans le même contexte de préélectoral. Alors, la Cour va avoir votre réaction sur le fait que dans leur patrie financière, les inspecteurs des finances vous reprochaient, et ces questions avaient été répercutées au cours de l'instruction préparatoire au parquet général de la Cour de cassation. Donc, les inspecteurs de finances vous reprochaient notamment le fait d'avoir opéré tous ces paiements en violation notamment de la circulaire contenant des instructions relatives aux dépenses publiques et aussi d'avoir violé un arrêté interministériel qui avait institué une sorte de commission chargée de dépenses publiques. Qu'en dites-vous? Non, c'est archi faux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit lucide. S'il veut parler de la procédure d'urgence, d'abord, pour ce qui est de ce projet, le ministère du Développement rural avait une disponibilité budgétaire. D'ailleurs, il est très en deçà du budget qui a été alloué pendant ces années-là. Il avait une disponibilité budgétaire, le contrat était
légal et régulier. Il avait franchi toutes les étapes de validation, y compris la validation politique, comme je l'ai dit en Conseil des ministres, et il y avait le caractère urgent. Le caractère urgent, c'est ça qui explique la procédure d'urgence. Et les paiements ont été faits en fonction de la disponibilité de la trésorerie. Et quand la trésorerie est disponible, si vous ne l'affectez pas au bon usage au bon moment, la trésorerie ne vous attend pas. Elle va dans autre chose. Et nous avions également un impératif, au-delà même du bénéfice politique et social de ces investissements, nous avions un autre impératif, c'est que nous devions maintenir un niveau de dépenses d'investissement adéquat. Et donc tout ça a fait que la procédure d'urgence s'imposait. Je vous ai repris ici, dans les annexes, un relevé que nous avons fait sur tous les paiements en procédure d'urgence. On a pris un échantillon qui représente 55% des dépenses en procédure d'urgence faites au cours de l'année 2023. Ces dépenses en procédure d'urgence, on a pris comme critère de tri toutes les dépenses supérieures ou égales à 5 milliards de francs congolais. Ça nous donne 55% des dépenses. Vous verrez, la CENI vient en tête. Elle a consommé 21% des dépenses. Là, vous allez trop dans les détails. Restons dans les dossiers. La Cour veut savoir aussi, en tant que ministre des Finances, vous devez, en dernier lieu, autoriser les paiements. Vous devez écrire à la banque, parce que tous les paiements effectués l'avaient été sur base de vos réquisitions en quelque sorte adressées à la Banque centrale du Congo. C'est que, préalablement, il y a vos services qui étudient les dossiers avec tous les éléments, parce qu'une question de responsabilité en tant que ministre gérant l'argent de l'État congolais. Alors, la Cour veut savoir si, dans le rapport soumis par vos services, vous aviez suffisamment pris connaissance du contrat liant l'État congolais au consortium. Je n'ai pas le détail de la note des services qui m'avait été faite, mais je me souviens, moi, de l'observation que j'avais faite sur les prix en comparant, comme je vous ai dit, à ces autres projets. Ils m'ont fait cette observation en disant, bon, 400 millions en moyenne par station, avec des réserves d'ailleurs, ce n'était pas de manière tranchée, ça je me rappelle. Sur le caractère, l'aspect préfinancement, oui, cet aspect a été expliqué par le gestionnaire du contrat en disant oui, le préfinancement a déjà effectivement commencé. Et aussi par la pratique, parce que moi je suis ministre, j'étais ministre, donc j'ai fait beaucoup de préfinancement. C'est toujours de manière pragmatique. Quand le prestataire démarre, il investit ses ressources, ça veut dire que la chose avance, oui, on paye. Oui, on paye. Alors parfois il y a des décalages entre ce qu'on a payé et ce qui est fait. Donc on était dans la pratique. Alors, par rapport à l'article 5 de ces contrats, vous pouvez savoir si à chaque paiement des factures étaient introduites. Non. Ou si dans les demandes du ministre sectoriel, des factures étaient annexées. Parce que l'article 5 justement dit que les titulaires assurera les préfinancements du présent marché et les paiements des travaux se verront parfois suivant les factures introduites par les titulaires du marché ou remboursement par l'autorité contractante. Est-ce que les factures avaient-elles été introduites? Non, justement, c'est ça la spécificité du paiement en procédure d'urgence, c'est qu'il bypasse un peu parfois certaines exigences. Mais dès lors qu'il s'agit d'un contrat connu, dont l'urgence est connue, dont les montants sont connus, dont l'information sur le début du contrat est effectivement confirmée, la lettre du collègue fait foi pour moi. Parce que c'est lui qui gère le contrat. Si j'étais en plus co-signataire du contrat, certainement je vais peut-être être encore plus regardant, mais je n'étais pas dans ce cas. Donc vous voulez dire que cette exigence-là n'était plus de mise face peut-être aux urgences, alors que c'était une exigence majeure. Non, non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est au ministre du développement oral de répondre. Moi, je dis simplement que sa lettre, pour moi, c'était mon confort. Et c'est comme ça qu'on a payé. Maintenant, puisque je reste quand même responsable,
C'est comme ça qu'à un moment donné, je dis, voyons, faisons un peu le point. On a beaucoup payé, faisons un peu le point. Et c'est là que je prends la décision de dire, j'arrête là, je stoppe là. Alors, au départ du contrat, une institution bancaire avait été indiquée pour tous les paiements. Mais il s'est avéré dans la suite que d'autres paiements avaient été orientés vers d'autres institutions bancaires et aussi qu'il y avait des paiements orientés vers d'autres parties tierces au contrat, notamment ensuite sur l'État RDC, joint venture, et les banques, il s'agit des banques notamment. On n'a payé que dans des comptes désignés par le consortium, avec, à la demande du ministère gestionnaire et pour l'objet du contrat. Lorsque vous mettez en œuvre un contrat, on peut désigner au moment où on fait le contrat le compte de paiement, mais dans la pratique, il peut arriver que cette banque ait des problèmes, que le compte ait des problèmes, vous n'allez pas attendre de finir un avenant pour continuer le contrat. Et ça, c'est un principe. Ensuite, dans le cas d'espèce, comme je l'ai expliqué au début... Alors, attendez. Donc, selon vous, ce compte-là était indiqué quelque part? Absolument. Absolument. C'était contractant, oui. Alors, il s'était posé aussi... Comment vous avez su que ce compte-là était désigné par... Il y a une lettre du ministre, du ministre sectoriel, il y a une lettre du prestataire lui-même qui est venu préciser un numéro de compte. Je crois qu'il parle même du même compte, il ne se trompe pas. Donc ça n'était pas un problème. Et aussi, nous avions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions discuté avec les banques sur le montage pour lever le financement. Ce montage n'avait jamais abouti. Pourquoi? Parce que le ministre Robota, quand il a appris qu'on discutait pour lever les 390 millions, il m'a écrit pour dire je refuse. Il avait compris comme si on voulait payer ces gens, ce qui n'était pas le cas. Il a dit je refuse, il faut arrêter. Il m'a dit bon, il n'a pas compris, c'est pas grave. Et ensuite, quand il a compris, il n'avait pas bien compris, il m'a écrit tout ça dans le dossier pour dire non, il faut recommencer, c'est une bonne chose, il faut payer. Il faut lever les fonds. La lettre est là. Mais entre-temps, malheureusement, on a eu un problème, jusqu'à présent je regrette, parce que si on avait fait ça à travers ces banques, moi on serait beaucoup plus tranquille. Beaucoup de travail de vérification serait fait par les banques elles-mêmes. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le DG d'Ecobank, qui était le chef de file, a eu des problèmes avec la justice congolaise, il a été mis à Makala, il a quitté, et donc la banque au niveau du siège d'Abidjan s'est découragée, et ça a compromis un peu tout cela. Par rapport au financement, quel entendement vous, en tant qu'ancien ministre, avez-vous du préfinancement? Un contrat qui indique clairement que les travaux seront préfinancés. Bien entendu, il a été soutenu par les techniques anciennes dans la suite qui avaient des difficultés. Alors que c'était un contrat de préfinancement. Ça, c'est la première question sur ce point. Quel entendement avez-vous? Comment les choses devaient concrètement se passer? Le préfinancement, comme je l'ai dit, c'est l'intention du prestataire d'alléger le trésor et d'accélérer la mise en œuvre. Lorsque c'est fait, le contrat peut être très détaillé dans le montant du préfinancement, le moment où le paiement va intervenir. Souvent, c'est le cas d'ailleurs. Mais dans la pratique, ce n'est jamais le cas. Je vais vous donner un autre exemple. Pour la voirie de Moujimaï et de Canada, on a donné le marché, le ministère des ITP a donné le marché à un prestataire qui avait la possibilité de préfinancer. Il était question qu'on le paye tous les 10 millions, quelque chose comme ça. Au moment où j'ai quitté le ministère, on lui devait plus de 100 millions de dollars. Donc, nous n'avons pas été au rendez-vous dans le sens du contrat. Pourtant, il a fait ses travaux de voirie, tous ses années. Donc, c'est un peu de manière empirique que ça se fait. Mais ce qui est important, c'est que le prestataire allège le trésor en facilitant le financement, parce que la loi, elle prévoit que le trésor, comme un compte, généralement, je crois que c'est 30%.
cela avait été évoqué à l'une des audiences. Avant la conclusion de ce marché de forage, l'entrepreneur prestataire avait eu paiement d'un montant de 27 millions de dollars. La Cour veut savoir si c'était en lien ou en perspective d'un quelconque préfinancement du marché forage. Oui, effectivement, moi j'ai pris connaissance de ça quand j'ai commencé mes fonctions, parce que le paiement a été fait par mon prédécesseur. Et il m'a effectivement été expliqué que le paiement de cette créance qu'il avait été rendu possible parce que le prestataire avait expliqué aux autorités à l'époque que c'est ça qui allait l'aider à préfinancer. Mais il est clair que les 27 millions, comparés à la facture de combien, de 100 et quelques, de 80 millions pour la première année, vous voyez vous-même que c'est très différent et les faits ont montré que le prestataire n'était pas en mesure de préfinancer le déploiement des 200 stations sans l'appui des banques ou de l'État. Et c'est un peu ce qui a été fait. C'est comme ça qu'on a accepté de préfinancer par tranche au fur et à mesure que la mise en œuvre se faisait. Et à un moment donné, on a été un peu en avance par rapport à la mise en œuvre. Et c'est là que quand moi j'ai constaté qu'il y avait danger, j'ai dit stop. Alors, avant que la Cour ne poursuive, elle peut se tourner vers le premier Bogota. Aux premières questions posées au enseignant Nicolas Kazadi, le premier point, c'est que selon l'enseignant Nicolas Kazadi, tous les paiements étaient effectués à votre demande. La Cour va avoir une réaction là-dessus. Et dans la suite, avant de poursuivre l'autre question pour l'enseignant Nicolas Kazadi, la Cour avait pu noter de l'entame de l'instruction que vous aviez des préoccupations que vous n'entendiez soulever qu'en présence de l'enseignant Nicolas Kazadi. Quelles sont ces préoccupations? Monsieur le Président, je crois que le ministère public et la haute cour que vous êtes, vous avez constaté qu'il n'y a pas tellement de contradictions entre ce que j'ai défendu depuis une instruction juridictionnelle jusqu'à cette instruction et jusqu'au niveau où le renseignement ministre des Finances est en présence de la haute cour. Il n'y a vraiment pas de contradiction sauf quelques petits détails. Et quelques petits détails, c'est en rapport aux différentes négociations qu'il a entamées pour obtenir un paiement de 371 millions. C'est là qu'il y a la contradiction. Parce que moi, j'ai refusé, je l'avais dit que c'était une prudence de payer la totalité du montant du contrat. Maintenant que nous sommes à la première, nous n'avions pas d'assurance parce qu'il pouvait arriver que nous ayons un cas de force majeure qui empêche à ce que les contrats soient exécutés. D'ailleurs, à cette époque-là, nous n'étions pas dans la guerre des territoires. Donc, était prévoyant en disant qu'on devait. Sinon, cette guerre, vous voyez qu'elle est même en train d'empêcher la réalisation de certaines additions potable dans certaines provinces de notre pays. C'est donc une clience. Une autre contradiction, c'est là que j'ai compris. Non, je n'ai pas compris. Je l'ai dit. Nous étions en début du Conseil des ministres, c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé. Non, j'ai mal fait. Ne devrais-je pas écrire de la sorte? Ensuite, que la haute hiérarchie n'avait pas apprécié ma question. À ce moment-là, j'avais dit effectivement qu'est-ce que dois-je faire? J'ai dit accepter. Et aussi, heureusement, que ces démarches n'ont pas abouti. J'ai encore dit ceci, et même le ministre des Finances que toutes mes demandes que j'ai faites, je les fais en tant que ministre sectoriel. Notre rôle, c'est d'engager. Si on n'engage pas, les crédits tombent en annulation et que par la suite, nous subissons les conséquences. Parce que lorsqu'on va examiner le budget, ou on prépare le budget, on va se référer sur ce que nous avons consommé. Alors on va nous dire, vous êtes incapable de consommer les crédits qui vous sont alloués, on ne vous donne que ce dont vous êtes habitué de consommer. Voilà la prudence du ministère sectoriel. J'avais aussi dit
que mes demandes n'ont pas un caractère contraignant ni obligatoire. Si c'était le cas, je crois que le ministre payerait même l'autre demande que je lui avais faite. Sur ce point précis, attendez, la Cour tout au long de l'instruction, vous venez de l'entendre, le premier Bougot a dit que toutes ces demandes-là n'avaient pas un caractère contraignant. Et vous revenez d'apprécier. Et en sus de votre réaction sur ce point, la Cour veut savoir que le premier Bougot y arrivera par rapport à ce qu'il avait déclaré. Au cours de l'exécution des engagements financiers qui passaient par votre ministère, est-ce que la hiérarchie, la haute, était pleinement informée? Ici, la Cour peut parler notamment du Premier ministre, parce que dans les griefs élevés par l'IGF, tous ces paiements étaient effectués sans approbation du Premier ministre, du chef du gouvernement. Je reviens d'abord sur un petit point que mon collègue a dit là, c'est que lorsqu'il dit que je l'ai retenu en disant la haute hiérarchie n'est pas contente, non, c'est archi faux. D'abord, la haute hiérarchie n'a rien à voir avec l'ingénierie financière qu'on est en train de faire pour régler un problème. Vraiment, d'abord, je n'ai jamais dit ça, je ne me souviens jamais avoir dit ça, et ça n'a rien à voir ici. Ça, c'est un travail qu'on fait avec les banques pour trouver une solution de financement. Alors, chercher n'a rien à voir. Alors, je ne comprends pas très bien de quoi il veut parler, mais ça n'a pas d'importance. Pour ce que vous dites là, l'autorisation du Premier ministre, elle se fait soit formellement, c'est-à-dire que je crois que la loi prévoit l'autorisation écrite du Premier ministre, mais elle peut se faire implicitement, c'est-à-dire que la demande est faite, le délai passe, et après 10 jours, je crois, c'est supposé valider. Je ne sais pas très bien dans quel cas de figure on est. Encore que je crois que cette loi-là est nouvelle, celle qui demande l'approbation formelle pour le ministère nouvelle. Mais je sais que ce projet a été présenté pas moins de 2 fois au Conseil des ministres. Et qui prépare l'ordre du jour du Conseil des ministres? C'est le chef du gouvernement, c'est lui qui l'a fait. Ensuite, l'un des deux ou trois paiements qui ont été faits l'ont été faits à un moment donné où on venait de recevoir un appui budgétaire de la Banque mondiale. Et je me souviens très bien, chaque fois qu'on recevait un appui budgétaire, j'allais voir le Premier ministre en lui disant voilà les affectations que je propose pour cette petite manne qui vient d'arriver. Et c'était toujours ça, les grands enjeux, élections, investissements, etc. Et ça fait partie des éléments que j'ai déjà présentés au Premier ministre dans le même cadre. Donc il n'y a pas de problème. En étude, caractère non contraignant. Non, ça n'a pas beaucoup. Vous savez, je crois que vous en êtes vous-même parfois victime. Nous avons dans ce pays des demandes de paiement qui sont toujours 2 ou 3 fois supérieures à la capacité du Trésor à faire face. Si c'est de ça qu'il veut parler, oui. Et comme les demandes de paiement, toutes demandes confondues, sont toujours supérieures à la capacité du Trésor, il y a toujours un effet entonnoir. Et l'effet entonnoir, c'est quoi? À un moment donné, le ministre des Finances, avec son projet de budget, sont ceux qui regardent les priorités. Et ces priorités elles-mêmes changent chaque semaine. Chaque jour, elles changent. Et pour ça, nous nous concertons avec notre hiérarchie pour le changement des priorités, surtout quand c'est des montants importants et significatifs. Alors, si c'est de ça qu'il veut parler, je veux bien. Mais nous avons déjà plusieurs fois expliqué que ce contrat non seulement été clairement validé à plusieurs reprises par la hiérarchie, mais en plus il avait un caractère prioritaire pour tout élément qu'on a évoqué. Non contraignant vient du fait que lui qui était tenu d'engager les dépenses pour ne pas être taxé d'un ministre fédéral. Vous n'étiez pas tenu de payer parce que lui l'a engagé ou il vous a dit de payer. C'est ça qu'il nous veut dire. Mais qu'est-ce que ça peut changer? Je ne comprends pas très bien que ça va changer à la nature de ce problème. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas, mais... Oui, c'est ça, c'est son entendement. Vous n'étiez pas lié par ces écrits. Il pouvait vous écrire autant de fois, mais il vous revenait à vous d'apprécier, oui ou non, vous pouviez payer. C'est ça que je veux dire. Là, on est en train de parler de la procédure de paiement. Le ministre des Finances, qui intervient à Laval,
ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Oui, sa responsabilité n'intervient que dans l'appréciation de ceux qui passent avant et ceux qui ne passent pas avant, en fonction de la trésorerie et des impératifs sociaux. La Cour vous a compris. Le ministre du Développement rural devait recevoir le facture du titulaire du marché, vérifier, approuver avant de vous le transmettre. C'est seulement au vu de ces factures que vous devriez payer. Comment se fait-il que vous êtes mis à payer au vu de simples lettres du ministre du Développement rural? Dans ce contexte-là de procédure d'urgence politique et sanitaire déclarée, et donc ce travail était supposé être fait par le collègue. Moi, pour vous montrer que j'étais dans cette logique, dès le premier paiement, j'ai écrit au collègue du budget, la lettre est là, pour lui demander de faire son travail également. Sinon, en toute logique, le ministre sectoriel aurait dû non pas m'écrire à moi, mais écrire au ministère du budget. Mais il sait, et nous savons tous, que ce genre de processus, ça peut vous prendre 3 mois avant que le paiement revienne au niveau du ministère des Finances. Nous aurions perdu le bénéfice de ce que nous étions en train de faire. Donc voilà un peu la situation. Vous avez tout à l'heure donné lecture le type de vos correspondances adressées au ministre du budget où vous autorisez à titre exceptionnel la liquidation d'un montant de 23 900 et quelques dollars. Et si la Cour vous a bien suivi, vous pouvez autoriser la liquidation sur demande du ministre sectoriel. Alors comment expliquer que dans cette correspondance, vous ne faites aucune allusion à la demande du ministre sectoriel, alors que dans toutes les autres correspondances, les 3 autres que vous avez rédigées, les références de la demande du ministre sectoriel est reprise. Non, je demande au ministre du budget d'autoriser. Et ce type de lettre est toujours accompagné du soubassement. À mon niveau, le soubassement, c'est la lettre du collègue. Et puisque le marché public est géré au ministère du budget, ils ont toute la matière pour reconstituer le dossier et veiller à ce qu'il revienne en règle. Et donc, normalement, le ministère du budget avait 2 possibilités. Soit il fait un document de régularisation de la procédure, soit il m'écrit pour dire il y a telle difficulté, on ne peut pas, il faut même arrêter. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Maintenant, la pratique est que quand les dossiers entrent au ministère du budget, ça peut traîner pendant des mois. Et entre-temps, le temps court, on a des échéances, il faut des résultats, il faut que les choses se passent sur le terrain. Mais qu'à cela ne tienne, dans les autres correspondances, vous faites allusion aux demandes que vous adressez par le ministre sectoriel, alors que dans cette correspondance-là, on ne dit rien. Non, ne t'inquiétez pas. C'est le document. Vous adressez à la Cour. Votre réponse est adressée à la Cour. Excusez-moi, je peux vous garantir que cette lettre est accompagnée de soubassement à mon niveau. Nécessairement. Elle ne peut pas être étalée comme ça. Parce qu'il lui-même ne pourrait rien faire avec une simple lettre comme ça. Alors, la Cour a noté également que vous avez dit que la question du numéro de compte ne pose pas de problème. Mais elle a plutôt constaté elle constate plutôt que la demande qui vous a été faite, pour ce que l'information vous a été donnée du numéro de compte, non pas par la partie contractante, qui se trouve être Stiver Construct Cameroun, mais plutôt par Stiver Construct RDC. Alors pourquoi prendre en compte une demande qui vient d'une partie de quelqu'un qui n'a pas été partie au contrat pour autoriser le paiement? Non, je crois que là aussi, c'est la pratique financière. Nous avons affaire à un consortium qui était, je crois, basé au Cameroun au moment où il a signé le contrat.
et qui a des filiales en RDC, dès lors que c'est le même consortium qui donne les instructions, il n'y a aucun problème. Juridiquement, je ne vois pas le problème, c'est la même responsabilité. S'il y aurait eu problème, si le prestataire qui est ici représenté dit non, on a payé des gens que je ne connais pas. Mais ce n'est pas le cas. On a payé la même personne pour le même objet. Il peut, en cours de contrat, dire bon, j'ai changé de compte, la dénomination a changé, ou bien, mais dès lors que c'est la même entité, le même groupe, le même consortium, ça ne pose pas de problème. Par rapport à ce que vous avez déclaré tout à l'heure, vous avez dit que le contrat peut être bypassé. C'est ce que le terme que vous avez utilisé. Alors, la procédure en mode d'urgence consiste pour vous, selon vos explications, à bypasser quelque peu le contrat. Non, bypasser la procédure. La procédure d'urgence peut être bypassée. Bypasser par... C'est-à-dire que quand on fait la procédure d'urgence, on peut bypasser la procédure normale. La procédure normale, ok. Est-ce que ce mode d'urgence au niveau du gouvernement n'est pas encadré par quelques critères au-delà desquels on peut parler? Le plus important, c'est le total de dépenses en procédure d'urgence doit rester dans certaines limites, ne doit pas dépasser certaines limites. C'est ça le critère d'une bonne gestion. Le critère le plus important, c'est celui-là. Et nous avons veillé à ce qu'il en soit ainsi. En 2023, en 2021, 2022... D'accord, vous allez nous donner ces détails-là. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez trouver ce sont des pratiques qui sont écrites quelque part ou des choses que vous le faites comme ça sans... Il y a un texte qui autorise la procédure. Oui, c'est quel texte? Je ne l'ai pas, je ne vais pas... Il y a un arrêté, je l'ai dans l'annexe ici. C'est un arrêté de... C'est l'arrêté interministériel de 1973. Du 29 décembre 2008. Non, 291. Ça c'est un. Deuxièmement, donnez les références. l'arrêté numéro 291 portant organisation et fonctionnement du comité chargé de l'exécution des dépenses en urgence. Donc il y a un arrêté qui le prévoit. Il a été modifié par la suite. Le ministériel. Nous avons un autre numéro ici, 173, de 2008. De 2008, c'est le même. L'article 6 dit ceci, est considéré comme dépense urgente, celle relative aux faits générateurs ci-dessus évoqués, catastrophes naturelles, agressions extérieures, conflits armés, épidémies, déplacements, voyages officiels, évacuation sanitaire, etc. Et cette procédure peut être également appliquée aux dépenses de souveraineté dans les limites de l'enveloppe prévue. Donc voilà l'arrêté. Alors, je peux vous expliquer si vous me donnez 2 minutes. Attendez, d'urgence, si vous venez de dire, là peut être accepté. Mais maintenant, nous voulons savoir. L'arrêté interministériel numéro 173 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement d'un comité chargé de l'exécution des dépenses en mode d'urgence, tel que modifié pour le cas des jours, il est dit il n'est pas prévu que les dépenses relatives au marché public soient exécutées par la procédure des dépenses en urgence. Quelle interprétation vous avez? Premièrement, il a modifié, c'est ça? modifié celui-là. Donc c'est depuis l'application. Première observation. Deuxième observation, il y a le texte, il y a la pratique. Nous avons connu ici, et ça fait partie des éléments de réforme sur lesquels nous travaillons à arrache-pied depuis des années. Je vous ai expliqué, j'avais pris ici le soin de vérifier
de vérifier tout ce qu'on a fait comme dépenses en procédure d'urgence pour l'année passée, l'année 2023. Je vous ai dit que la CENI venait en tête. Si on a monté une analyse stricte de l'arrêté, la CENI ne fait même pas partie des critères. La TVA remboursable, c'est le remboursement de la TVA. Si on fait une analyse stricte, ça ne fait pas partie des critères. Mais il y a une situation où si on ne remboursait pas la TVA, on était bloqué. Parce qu'on était notamment dans des discussions avec des entreprises sur des avances fiscales et la condition c'était qu'on a remboursé une partie de la TVA. Donc la réalité est beaucoup plus complexe. La réalité demande un temps plus long pour expliquer, sinon on va dans les raccourcis qui font qu'on est plus haut pilori, qu'on est jeté en facture, alors qu'on n'est que dans les raccourcis et souvent dans l'ignorance. La francophonie. La francophonie, c'était essentiellement des marchés publics. Nous avons payé en procédure d'urgence. En 2023, ici j'ai 180 milliards. En réalité, c'est plus que ça, ce n'est qu'un échantillon. Et la francophonie, d'ailleurs, c'est très instructif, parce que pour ce projet, non seulement c'était des marchés publics, mais en plus, il y avait même des avenants que nous avons payés par simple facture additionnelle, parfois même avant que la facture nous parvienne, vu l'urgence, parce qu'on nous dit qu'il faut développer une avance d'autant à tel prestataire, sinon on ne sera pas terminé à temps. Nous l'avons fait. Et j'étais à Paris récemment, j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est venu me remercier en me disant, vous savez, vous nous avez sauvés pour la francophonie, on avait des factures, on nous a demandé de faire trop de choses, mais il y a une partie qui n'est toujours pas payée. D'ailleurs, on nous a renvoyé au budget. Et jusqu'à aujourd'hui, la formalité de régularisation n'est pas encore terminée. C'est pour dire que la réalité est très complexe et ça montre que ce qui est important, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, de manière transparente, de manière claire, et à vous d'apprécier où est-ce qu'il y a intention de détourner ou détournement effectif, mais les choses sont ce qu'elles sont. Disons que par la suite, il y a quand même une régularisation qui s'est faite. Toujours. Pas de problème dans cette Toujours. Parce que j'ai entendu dire ici, par le représentant de l'IGF, que qui dit procédure d'urgence dit détournement. Venant d'un inspecteur des finances, c'est quand même un peu préoccupant. La question est posée au renseignement Kazali. La Cour voudrait savoir s'il y a eu dans ces dossiers. Ce que je peux vous dire, avec tout mon respect, c'est que dès lors que j'ai été inquiet de voir que les paiements effectués ne correspondaient, disons, les travaux effectués selon ce qu'on m'a rapporté ne correspondaient pas à ce qu'il avait payé, j'ai dit que le réflexe normal de toute personne honnête, c'est de dire stop. Et j'ai dit ce stop. Et je suis resté ferme sur ce stop en dépit des demandes qui n'ont pas cessé d'arriver jusqu'en 2024. Donc, je ne peux m'arrêter que là. D'abord, parce que si la Cour vous pose cette question, c'est parce que vous-même, vous étiez en train de parler. C'est vous qui avez soulevé le monde de vous-même. Vous avez dit tout à l'heure, là, vous venez de dire que nous devons dire les choses de manière claire pour qu'il n'y ait pas de suspicion, pour que nous ne pensions pas qu'il y a des détournements. C'est pourquoi la Cour vous pose la question. Non, vous faites bien de me poser la question, mais vous allez comprendre que c'est une accusation lourde d'accuser des gens de détournement. Et donc, je ne peux pas me permettre de la faire à la légère, comme on l'a fait contre moi à un certain moment, par des services de l'État qui ont utilisé des rumeurs et des calomnies avec une légèreté incroyable. Et donc, moi, je me réserve de le faire. Vous êtes compétent pour le faire. Moi, je viens vous apporter mon témoignage, vous renseigner, comme vous l'avez demandé. Enseignant, M. Nicolas Dassadi. Voilà. Une question de précision. Tout à l'heure, il a été question de la somme de 27 millions qui avait été payée aux concessions. D'abord, est-ce que vous pouvez la reprendre très brièvement à quoi elle devait servir? Après ce qui m'a été dit, le patron du consortium détenait une créance sur le trésor de 27 millions qui était certifiée et il a demandé d'obtenir paiement, mais comme c'était une catégorie de paiement de dette qu'on ne paye pas de manière facile, parce que c'était une condamnation judiciaire, il a fait valoir que, et là je donne le témoignage de ce que j'ai appris après, je n'étais pas parti maintenant, il a fait valoir que cet argent allait l'aider à démarrer ce projet de forage.
Et donc ça a plu à nos autorités et c'est comme ça qu'il a obtenu ce paiement. Moi quand je suis arrivé, le paiement a été déjà fait, ordonné. Et donc, et il a effectivement démarré. Il a commandé, je crois, 300 stations, dont 150 étaient déjà sur place, qu'on a vérifié, qu'on a vu. Et il y avait 150 qui devaient arriver. Et c'est comme ça que, si on avait trouvé le financement par les banques, les autres stations allaient venir, allaient continuer. Comme ça n'a pas marché, on a payé à concurrence un premier paiement de 23 millions, qui a permis de faire venir les stations qui manquaient et de commencer le travail. Alors, en termes clairs, cette somme n'avait rien à voir avec le marché. Absolument rien, rien du tout. C'est tout ça. Nicolas, qu'est-ce qu'a dit bien qu'il vous mettez en cause des services de l'État, la Cour d'abord savoir de quel service il s'agit. Donc, je parle de l'IGF, dont j'ai entendu le représentant ici après vous, à travers notamment les images que vous avez bien voulu immortaliser. Et donc, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont effrayé. D'abord, qu'on aurait payé à des gens qui ne sont pas partis au contrat, qu'on aurait payé au fils du prestataire, et que. Donc, une légèreté incroyable. Incroyable. Le même IGF avait déjà eu l'occasion de dire devant moi que, en sous-entendant que c'était tous les complices, que voilà, ces stations ont été achetées à Singapour à 10 000 $, et qu'il avait les preuves et les factures, alors que c'est de l'autorité publique que ces stations ont été achetées chez un opérateur belge que nous avons l'occasion de rencontrer, qui nous a été apporté par le prestataire. Nous l'avons vu. Donc c'est toutes ces grossièretés, tous ces mensonges qu'on ne peut pas digérer. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a d'autres que j'ai oubliés là, mais il y a eu tellement de contre-vérités. Alors la Cour veut savoir aussi, vous l'aviez dit, mais pour avoir davantage de précision. Tout au départ, vous aviez dit qu'après avoir effectué les paiements de 23 millions, il fut un temps où vous devez payer, je crois, 7 millions, mais que vous étiez convaincu que vous ne pouviez pas continuer le paiement. Pour avoir plus de précision là-dessus, quels sont les éléments que vous aviez pour pouvoir être convaincu que le paiement ne pouvait plus se poursuivre et être beaucoup plus précis, c'est-à-dire, oui, quel rapport avez-vous pour être déterminant et continuer? Je n'ai pas beaucoup de choses à dire contre les ouvrages eux-mêmes. J'ai eu quelques échos des ouvrages faits à Kisangani. Mais alors, qu'est-ce qui vous avait convaincu? Non, tout simplement parce que le prestataire nous dit par écrit qu'il est à 89 stations. Et les paiements effectués devraient nous rapprocher des 200 stations, sans lesquelles. Le paiement déjà effectué. Oui. Donc je dis qu'il y a un problème. Et en plus, et après ça, je dis stop. Et mon collègue m'envoie une autre correspondance où il laisse entendre plus ou moins qu'on est déjà à 240 000 stations, des choses comme ça. Alors j'ai dit non, là il y a un problème, c'est ma question, j'ai dit je ne peux pas. Jusque-là, jusqu'au dernier paiement, je me disais s'il y a un petit décalage en avance ou en retard, c'est possible, ce n'est pas grave. On gère beaucoup de choses, ce n'est pas grave. Mais je ne peux pas continuer, je ne peux pas encourager ça. Parce que la logique était, il a reçu un 3 millions, il construit, il reçoit encore un autre, je crois 20 millions, il continue de se déployer, puis 10 millions, il continue. Et nous-mêmes, nous étions très préoccupés parce que, je vous dis, on allait vers les élections, on allait vers la campagne, on voulait que tous les territoires soient inondés de ces stations. C'est comme ça que, mais quand on voit que ce n'est pas le cas, on dit non, on stoppe. Alors, est-il aussi vrai que... Depuis août 2023. Oui, est-il aussi vrai qu'un paiement avait été effectué à la suite d'une demande, non pas émanant de l'entrepreneur directement, mais de son fils nommé Eliel Kasseng? Archifaux. Je crois que vous savez, en tout cas le parquet doit détenir tous
toutes les preuves de paiement, tout l'historique des comptes, c'est très facile à retracer. Et nous-mêmes, nous avons donné tout ce que nous avions, nous avons montré où les paiements ont été faits. Donc, ça n'a aucune réalité. Et ça fait partie des problèmes. Pourquoi on fait état d'une lettre que vous avez adressée à la banque en date du 23 août 2023? Et c'est de ces paiements dont on vous parlait tantôt que vous ne pouviez plus continuer. Oui. Parce que suivant les éléments du dossier, une lettre, vous avez adressé une lettre à la Banque centrale en date du 23 août 2023 et que c'était en réponse à la demande d'un certain Eliel Kassenga Moumenga. La date d'Eliel Kassenga, c'était 31 octobre 2022 et que Eliel n'était pas... Non, avec tout le respect, je crois que ce qui est important, c'est de regarder quelle entité a écrit la lettre et à quel compte on a payé. Celui qui a signé la lettre, si c'est son fils qui joue un rôle d'entreprise, ça ne pose aucun problème. Mais ce qui est important, c'est quelle entité a demandé. C'était le même consortium. Quel compte on a payé, c'est le compte du consortium. Ça, c'est très clair. Deuxièmement, si le représentant du consortium ici présent dit qu'il n'a pas reçu, bien qu'on n'a pas payé, je peux comprendre, ce n'est pas le cas. On n'a payé que dans des comptes désignés par le consortium, soit par le ministre lui-même, soit par le consortium, soit par les deux l'un après l'autre sur le même paiement. Et tout ça est documenté. Donc, lorsque on s'accroche au nom du fils du prestataire pour venir dire que le ministre a payé de son propre chef le fils, et donc c'est un détournement, je ne trouve pas ça correct, je ne trouve pas ça juste, je ne trouve pas ça honnête. Donc vous estimez en quelque sorte que si les fils un peu mieux Kassenga, il doit avoir écrit à un titre quelconque au sein de l'entreprise. Vous savez, au moment où vous me parlez, je n'ai même pas souvenir que le fils du prévenu Kassenga a signé une lettre. Mais je sais qu'il travaille avec son père. Donc, si c'était le cas, il n'y a rien de plus normal. Pour moi, ce n'est même pas un sujet. À part les questions à notre niveau. Non, pas des questions, je voudrais préciser. Une précision. Oui. Vous êtes avocat de... Je suis avocat de M. Mike, je voudrais préciser. Monsieur le Président, nous sommes membres de la composition avec votre autorisation. Oui, avec beaucoup de respect. Dans un environnement comme celui-ci, à moins qu'on puisse avoir l'esprit d'Animus Mekandi, Monsieur Eliel Kassenga n'est pas dans un environnement comme celui-ci, fils de Monsieur Kassenga. C'est le directeur général, un monsieur diplômé de l'Université Louvain-la-Neuve qui a l'expertise approuvée et éprouvée, qui travaille pour la République démocratique du Congo. S'il faudrait l'appeler travailleur, les actes qu'il a posés, c'est dans le cadre du consortium, c'est pas dans le cadre des fils, de papa à son fils. Cet esprit-là de nuit, d'Animus Nekandi, je pense que c'est pas ça qui peut nous avancer dans un grand procès comme celui-ci. Cet esprit est mal écrit. Des gens des réseaux sociaux et des gens qui ont provoqué ce procès. Oui. Nous donnons des précisions, Monsieur le Premier Président. Nous donnons des précisions. Ces noms-là se trouvent parmi les éléments du dossier. C'est conséquemment que la Cour pose cette question. Je peux dire un mot à ce sujet, si vous permettez. Juste une seconde. La même IGF, dont on n'a d'ailleurs jamais vu un rapport d'audit, a dit sur un autre dossier qui finalement n'a pas atterri à la Cour, celui des lampadaires, ils ont dit la même chose. Que moi, ministre des Finances, j'ai décidé de mon propre chef de payer l'hôtel de ville, de payer un fournisseur de lampadaires sans que l'hôtel de ville ne soit au courant, ni partie prenante, ni demanderesse. Ce qui est archi faux. Et lorsqu'on a creusé, on a éclairé des choses, non seulement je n'ai agi à la demande de l'hôtel de ville, mais en plus, ce contrat a failli tourner au vinaigre parce que l'IF n'a pas respecté l'instruction que j'avais donnée dans son exécution. La Cour nous a pas posé cette question. Même si c'est juste pour vous éclairer. Non, on n'a pas besoin de cette question. Suivez maintenant. Lorsque vous
pays en mode d'urgence, la régularisation se fait par après, comme le cas de début d'office. Exact. Il y a un comité de régularisation des procédures d'urgence qui comprend les gens du ministère des Finances, du ministère du Budget et de la Banque centrale, et ils vont dossier par dossier, et puis ils regardent la régularité, et ensuite on fait le signature. On régularise. Alors, peut-être pour votre information, quand je suis arrivé au ministère, la procédure d'urgence représentait 15%, sous le ministère, 15% des dépenses. En 2021, j'ai ramené ça à 12%. Puis on est remonté à, en 2022, 13%. Ce n'est qu'en 2023 qu'on est remonté à 18%, parce qu'en 2023, il y a eu une résurgence, il y a eu 2 événements, les élections, je vous ai expliqué, et la guerre qui a repris. Et donc, pour ces 2 dépenses, on n'avait pas d'autre choix. Et donc, on faisait des avances qui régularisaient après, c'est pour ça qu'on est monté à 18%. L'objectif était de rester de descendre à 10%, qui est la norme. On n'a pas atteint cet objectif. Et même dans le cadre de la coopération avec le FMI, c'était un des critères pour qu'on valide le programme. Mais ils ont donné une dérogation en disant, nous comprenons que vous avez fait 18% au lieu de 10%, mais 8%, à eux seuls, 8% représentent des dépenses sécuritaires. Donc, nous accordons cette dérogation. C'est un cachet de bonne gestion. La régularisation s'est faite progressivement à la fin des travaux. Nous avons été victimes d'une cabale, parce que nous n'avons que des cabales. Vous ne répondez pas des cabales. La régularisation se fait au fil de l'eau, c'est-à-dire au fil à mesure. Il s'est trouvé qu'en 2023, chaque fois qu'on devait régulariser, puisque ça implique les ministères du budget, etc., l'IGF a systématiquement fait obstruction. Systématiquement, je dis bien, pour que les dossiers ne passent pas, que le DTO ne soit pas émis, pour accumuler des dépenses non régularisées et venir après accuser le ministère des Finances d'avoir fait exploser les dépenses en procédure d'urgence. Et vous avez vu, il y a eu des articles dans la presse, tout ça, pour vilipender, alors que ceux qui sont qualifiés et autorisés pour évaluer cela, en l'occurrence les FMI, ont donné cette... Nous ne faisons pas un procès contre la presse, s'il vous plaît. Alors, là, vous pouvez savoir si, à la suite de soupçons qui pesaient sur vous, s'il y a eu des mesures conservatoires qui avaient été prises sur vous relativement à vos avoirs. Oui, mes avoirs avaient été gelés pendant de longs mois. Jusqu'à 7 jours Non, ils ont été dégelés. Les guides du boulot dégelés. Pour vous, ça a été dégelé. Dégelé pour moi, mais pour mon fils, non. Pour vous-même? Oui, j'ai vu mon fils qui m'a écrit de quoi que, à partir de là où il étudie, que son compte, il ne pouvait pas accéder. J'ai même posé la question à la banque, pourquoi. Alors c'est gilet? Oui. Dégelé pour vous et non pour votre fils. Oui. Votre compte est en lien avec il y a des ordres de paiement. Non, il n'y avait pas. Je ne sais pas quelle instruction on avait donnée. Je ne comprends même pas comment. Un instant, monsieur le procureur, là vous avez une idée là-dessus? L'enseignant Nicolas Kazak dit ceci. S'il a eu à payer, vos lettres servaient de soubassement pour qu'il paye. Donc, indépendamment des injonctions ou ce que l'autre avocat voulait exprimer, la haute hiérarchie. Mais ça servait de soubassement. Sans cela, il ne pouvait pas le faire. De lui-même. Je vais dire ceci, je pouvais aussi ne pas payer, tout comme restreindre le paiement. Mais ça servait de soubassement. Sans dire que s'il y a un paiement, c'est parce que vous l'avez. Une décision de payer n'émane pas du ministère sectoriel. On n'avait pas l'argent, c'est ça, il faut expliquer. Alors, lorsqu'il paye, il se fait une conviction de ce qui lui est envoyé par ses services et par lui. Lorsqu'il prend cette décision, vous voulez venir régulièrement. Est-ce que vos services vérifient aussi avant le paiement par les écrits et vos services? Vous avez aussi des services pour vérifier. Mais c'est pourquoi il se plaint que dire votre avancée tel que vous le dites là, c'est le soubassement de ces dettes qui vous ont permis à payer. Il dit c'est pas vrai.
Parce que vous-même, vous avez aussi des services pour vérifier si les gens pouvaient payer. L'étape d'éducation, comme j'ai toujours dit depuis le début, elle est très légère. La preuve, lorsque moi j'ai dit qu'il y avait 89 stations, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai cru de bonne foi. L'IGF est venu à donner d'autres chiffres, inférieurs encore. Et après la lettre de Stever, quelques semaines après, mon collègue m'a écrit pour me laisser entendre qu'on était déjà presque à 200 ou à 240. Donc, c'est devant toutes ces contradictions, on a dit bon, on a bien fait de stopper, on attend. Et dans ma lettre du 23 août, j'ai été assez formel en disant maintenant j'exige qu'il y ait un PV de livraison définitif signé par toutes les parties prenantes. Ce n'était pas notre boulot du ministère des Finances. Mais ce n'est que lorsqu'on constate qu'il y a une anomalie qu'on monte un peu au créneau en étant un peu plus exigeant. C'est tout. Mais on ne peut pas se substituer à lui. C'est son boulot. Vous savez, on paye pour tellement de choses que si on devait être rendu responsable de l'exécution de tout ce que nous payons, on serait condamné à 1000 ans de prison. Je voudrais faire poser au gouvernement une série de questions. La première est celle de savoir les nombres d'ouvrages qu'il a livrés à la date du 23 août 2023. À cette date, je n'ai pas en tête le nombre de taxes de station. Je peux donner autre chose aujourd'hui. Non. La question précise, le 23 août 2023. La dernière livraison date de quand, si on peut être précis? La première livraison, nous avons livré à Kinshasa. Non, au total, si on doit associer jusqu'à la dernière livraison. Parce que l'homme de l'Office national de riz rural, la dernière livraison, vous avez quand là vous avez mis la nationale. Le micro est là. La date précise, nous ne l'avons pas en tête, mais le mois c'était en mai. En mai, et nous avons 2023. 2024. La dernière. Là où vous parlez de 67. Province, oui. Alors, on parle de 70. Il y avait 3 sites. Il y avait des sites pour la réception. Premier paiement. Oui, donc le premier paiement c'était combien? C'était pas 29. Ça, ce n'est pas la première livraison. C'était 29. C'est pas cela. Nous avons effectué la première livraison à Kinshasa, la seconde dans la province d'Antiopo à Sambagi, la troisième à l'Équateur, et la quatrième, nous sommes allés au Kasaï central. Monsieur le procureur général, on va un peu évoluer. Est-ce que l'IGF est arrivé sur le terrain? C'est ce que vous voulez dire? Quand l'IGF est arrivé, vous avez déjà livré combien? Monsieur le Président, la deuxième question, pour la deuxième question, je voudrais envoyer et prévenir Mike à sa lettre du 7 avril 2023 adressé au ministre d'État, ministre du Développement rural. Je ne sais pas si tu l'as trouvé. Vous l'avez supposé? Oui. Vous pouvez donner. La lettre dans laquelle il lui faisait part de son engagement à prendre en compte 340 unités supplémentaires. Oui. Monsieur le Président, notre lettre est claire. Nous demandons ce paiement. Les raisons étaient simples. D'abord, c'était pour le pendant l'époque de Covid. La deuxième, on évoquait la guerre nucléaire pour éviter que les matériaux montent de prix et que ça ne nous permettait pas de bien pouvoir accomplir le contrat en achetant le même nombre de stations comme prévu. Et il était temps pour nous de pouvoir s'approvisionner à temps, puisque la tendance était en hausse. C'est ce que nous avons été dans notre tête. Ce qui devait vous profiter en son temps, c'était de préfinancer ou de vous rassurer si les sites sont disponibles. Non, moi je vais sur la demande, nous sommes comme les doigts d'une main.
Moi, j'apporte la solution financière. Mon collègue veille à ce que la nourriture soit préparée et que les gens soient servis. Et c'est là qu'il y a eu un couac, pour différentes raisons, dont la disponibilité, dont ceci, dont cela. Nous avons terminé avec les renseignements. La Cour vous remercie. Pour tous les trois, vous pouvez disposer. Merci bien. L'audience est suspendue. Le temps de service pour l'avocat aux autres membres qui sont arrivés. L'IGF, justement, vous a accusé d'avoir payé des personnes non concernées par le contrat de construction et de forage et de production d'eau. Là, j'ai dit, on a démontré, on n'avait même pas besoin de revenir là-dessus. C'était des propos dénués de tout fondement, comme s'il n'avait même pas lu le dossier qu'il avait en face de lui. Il parle d'une lettre signée par le fils du prestataire qui est directeur général de la société et qu'il a signé en tant que directeur général de la société. Il demandait qu'on fasse un paiement pour préciser le compte qui est le compte de la société. Et il dit que c'est suffisant pour lui pour prétendre qu'on a payé le fils qui n'a rien à voir avec lui. Donc c'est vraiment une ignorance de la banque. Ce qui est désolant, c'est que cela vient d'un inspecteur de finance, celui qui a fait une déposition lundi dernier. C'est même inquiétant pour le pays. Beaucoup de légèreté, énormément de légèreté, de bout en bout. C'est même grave. C'est une matière, c'est une question qui doit être vraiment réglée. Au-delà des individus, parce que moi je n'ai rien contre les individus, le système, le pays doit bénéficier d'organes de contrôle rigoureux et qui nous rassurent. Ce qui s'est passé dans cette affaire, je ne dis pas que tout le monde est, mais ce qui s'est passé dans cette affaire a révélé une légèreté qui n'est pas tolérable pour le bien du pays. Mais je n'en veux pas aux individus. Je dis bien que les individus ont, je suppose qu'ils ont fait leur travail de bonne foi, mais je crois que nous devons nous regarder en tant qu'équipe de ce pays et qu'à l'avenir, on ne jette pas en pâture gratuitement les gens et que les choses soient faites de la manière la plus correcte. Et en ligne de synthèse en ligne. Non, moi je suis un chrétien. Vous savez, chacun joue son rôle. Moi je parle du principe que lorsqu'on est vraiment en train de Dieu, même lorsque quelqu'un veut me faire du mal, en fait, il ne sait pas que je fais du bien. Vous savez, Judas a dû exister pour que nous soyons sauvés. Mais il en est ainsi de la vie. Donc je n'en veux à personne, je n'ai aucun ressentiment. Et je pense que ce qui est important, c'est ce que Dieu nous réclame. Non seulement ezalaki lokuta todémontre yango, mais IGF ayaki na lokuta ebele alobaki mpe lisusu ke tofutaki toyebaki ke tozofuta nani baforage moko eza na $10,000 asimaki yango na Kingawa boko baforage baimportaki yango na poto. Sikoyo eloko nazokomprendre te ntina nini IGF eaccumule balokuta ya ndenge wana mpona kosala nani mabe na intérêt nini nazoyeba te. mais mpona ngai naza na kanda na bango te, bazali bato bayebi te oyebi ke na bakusulaka na nzambe, oyebi ke même Juda akosala mabe nayebi te kakosala biso bolamu soki asalaka yango te, mais Yesu abikisa biso te na masumu na biso. donc nyonso wana ezokoncourir kaka na bolamu ya nzambe, aza na kanda ya motu te, aza na bolingo ya bato nyonso, nalimbisi bango nyonso kosala eloko te to kaka liboso ndenge oyo nzambe abombeli biso. Se sentir rétabli na badroit na yo, se sentir rétabli après Elias Aleli. Fallait ndenge wana boyeba ke depuis premier jour nazalaki moto ya liboso nazosenga ke bayokanga nalobi ntango nalobi ke tokosala nani oyo babengaka briefing na la voix du na RTNC le 24 avril. Bajournaliste ya baréseaux sociaux balobi te asala te, pourquoi olingi kopesa moyibi parole nyonso wana mpo bayebaki bien ke soki nalobi vérité ekobi, mais tôt ou tard vérité ebimi kaka lelo vérité nyonso ekobi. Merci beaucoup. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.